Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur cette nouvelle conférence sur la scène hausse pour les 45 prochaines minutes. On va parler d'innovation, de vision sur le futur de l'hospitalité. Je me présente, je suis Adrien Levrat, Startup Manager au sein de H7. Pour rappel, H7, on est l'accélérateur responsable de la métropole de Lyon. On accompagne les startups dans leur croissance et dans leur impact depuis 2019. Je suis entouré de 3 personnes. Je vais commencer par Damien Perrault. Je vais éviter de me tromper parce que c'est long. Global Chief Design, Technical Services et Innovation pour les marques Premium, Mid-Scale and Economy chez Accor, que tu as rejoint il y a 26 ans. On y reviendra, mais tu as une vraie vision sur l'innovation dans l'hospitalité. On pourra en revenir juste après. À mes côtés, j'ai également Émilie Gazo. Émilie, pareil que je ne me trompe pas, cofondatrice d'All the Way, on y reviendra. Tu as une longue expérience dans le digital au sein de L'Oréal et de Artefact sur des missions data et IA. Et tu as décidé de passer le cap, de monter ton entreprise sur un sujet pour améliorer l'expérience client de la ville à l'aéroport. Et enfin, Hassan Ali Chaudhary, fondateur de Fullsoon. Tu as été dans un premier temps data scientist chez Saint-Gobain et Accor, pour ensuite passer le cap de l'intrapreneuriat, on y reviendra, au sein de Accor, pour un sujet complètement différent, mais sur le gaspillage alimentaire, un sujet d'actualité qui nous tient à cœur au sein de H7. Globalement, des profils tech complémentaires. Je vous remercie encore d'être parmi nous. Je ne vais pas être plus long et on va commencer par toi, Damien. Tu as été à l'origine et en tout cas sur les premières initiatives en termes d'innovation chez Accor. Moi, je serais curieux que tu nous partages justement la genèse de ces réflexions et ce que vous avez pu mettre en place sur les dernières années. Alors bonjour tout le monde. Déjà, je suis hyper content d'être à H7 parce que je suis venu dans ce lieu alors qu'il n'existait pas encore. Je crois que c'était pendant les nuits sonores. J'y suis retourné pendant les travaux et je suis très content de voir qu'il est là et qui continue, qui n'arrête pas de grandir. Et bravo pour tout le travail que vous faites. Et comme je suis lyonnais, ça me touche encore plus. Après, sur l'innovation, donc je ne suis pas à l'initiative de l'innovation chez Accor. Chez Accor, on a 2 fondateurs, Dubrul, Pélisson, qui sont ce sont vraiment des innovateurs. Ils ont amené Novotel dans les années 60. C'était très clairement très innovant à l'époque. Une belle copie de l'Holiday Inn, on est entre nous, donc on peut se dire les choses. Mais en France, c'était la première fois que dans un hôtel, il y avait une salle de bain dans toutes les chambres. Donc c'était quelque chose d'assez fou. Et puis ils ont poursuivi, ils ont créé d'autres marques pour faire en sorte que l'hospitalité, l'hôtellerie, soit pas uniquement pour une certaine catégorie sociale, mais que soit pour tous. Et vous connaissez tous l'hôtel F1. C'est quand même de permettre vraiment à tous de trouver un service hôtelier quelque part, et quels que soient vos moyens, vous trouvez une solution. Donc, Accor a toujours eu dans son ADN cet esprit de conquête, vraiment d'être pionnier et d'amener de l'innovation dans l'hospitalité. Moi, j'ai repris l'Innovation Lab en 2021. Sébastien Bazin m'a confié en fait l'Innovation Lab parce qu'en tant qu'en charge du design, je faisais beaucoup de projets d'innovation. Il m'a dit, mais il faut que tu récupères ça. Et notre vision, c'est d'être toujours alerte. Et ça, c'est un des fondements des designers, c'est le côté empathie. C'est vraiment de sentir les choses, d'être très à l'écoute pour pouvoir penser à autre chose et proposer autre chose. Et le design, c'est de penser, et c'est de faire aussi. Et donc l'innovation, c'est ça. C'est d'avoir une idée, de les poser sur des slides, c'est bien, mais il faut les réaliser. Et après, il faut les scaler. C'est encore une autre histoire. Donc, en fait, notre vision, c'est de se dire comment je peux, pour et avec les investisseurs, avec nos collaborateurs et nos clients, penser à l'hospitality de demain. Donc, une partie qui est dans les 4 murs de notre hôtel, comment je peux mettre en place des innovations pour améliorer la performance de nos hôtels, améliorer la qualité de travail de mes collaborateurs et donc l'expérience de mes clients, et donc améliorer la performance. Et puis, en dehors des 4 murs de l'hôtel, comment est-ce que je peux innover dans ce que j'appelle l'augmented hospitality pour pouvoir faire en sorte que l'hospitalité soit toujours quelque chose
d'attractif en fait pour les clients. Donc il y a plein de sujets, les sujets de mobilité, le sujet d'Olzoé dont on va parler est un bel exemple. Et donc voilà, donc on essaie d'innover, pas seulement dans le cœur de notre business, mais globalement, en fait, comment est-ce qu'on peut toucher tout le monde pour améliorer finalement, je vais être un petit peu ambitieux, mais améliorer la qualité de vie finalement de tous. Moi, il y a un point que je veux qu'on aille creuser, Damien, parce que ça, du coup, c'est les ambitions, la vision. Nous, à Hachette, on porte un club Open Innovation avec Digital League, un cluster du numérique, où justement on accompagne les dirigeants d'innovation sur cette capacité à fédérer, communiquer, embarquer à travers une vision d'innovation. Pour toi, avec ton recul, c'est quoi les bons ingrédients qui vous ont permis justement de continuer à être avant-gardiste sur tous les sujets que tu as portés et qui finalement font qu'aujourd'hui, vous continuez à exister et à être leader dans le domaine de l'hospitalité? Alors, il y a plein d'ingrédients. Un des premiers ingrédients, c'est Reset, en fait. C'est ce bouton rouge qu'il faut être capable d'appuyer. Vous savez, quand vous êtes Accor, ben vous êtes quand même un gros dans l'hôtellerie, leader dans plein de pays. On est assez performant, on attire beaucoup de monde, etc. On pourrait rester confortable là-dedans. Et puis de toute façon, l'hôtellerie, on sait ce que c'est, on sait faire. Donc voilà. Maintenant, en fait, il faudra à chaque fois être humble et de se dire, mais en fait, je vais oublier tout ce que je sais et je vais me challenger pour que en fait, je puisse proposer autre chose. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper important. Le deuxième point, et c'est un deuxième point que je mets au cœur de tout, c'est l'empathie. C'est vraiment d'être à l'écoute, de travailler avec d'autres entreprises, de nous donner un maximum d'insights, pas sur qu'est-ce qu'est l'hôtellerie, les tendances, etc. On s'en fout pas mal de ça. Mais c'est qui nos clients? Comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils vivent en Inde, au Japon, en Chine, telle génération, etc. C'est d'avoir un maximum d'insight, finalement, pas sur l'hôtellerie, mais sur, finalement, l'évolution des modes de vie. Ça, c'est un autre élément qui est hyper important. L'autre élément, c'est d'aller chercher d'autres expertises. C'est de s'entourer de talents qui vont vous permettre d'amener ce que j'appelle de la créativité. Et pour moi, la créativité, c'est un véritable asset et un véritable investissement. Et vous savez, on parle beaucoup de design thinking comme une méthodologie. Moi, je suis anti-design thinking. Alors là, il y en a plein qui vont se dire, bah non, c'est pas cool, moi j'en fais plein. Non, en fait, moi, mon principe, c'est d'aller chercher les designers, en fait. Plutôt qu'aller prendre une méthodologie de design thinking, allons travailler avec des designers, avec ces personnes qui ont une vraie vision sur l'évolution des modes de vie et qui ont cette capacité créative d'amener des choses qui sont différentes. Et donc d'aller s'entourer avec des experts qui ne sont pas dans l'hôtellerie. J'ai beaucoup travaillé, même pour repenser les marques existantes, avec des designers qui n'avaient jamais fait d'hôtel avant. Moi, je sais faire un hôtel. On sait faire un hôtel chez Accor et plutôt pas mal. Mais challengez-moi pour que je repense la manière dont je le fais aujourd'hui. Et donc ça, c'est un autre ingrédient qui est clé. Et j'en rajoute un dernier, parce qu'après tu vas me couper, je parle trop. Et c'est ensuite la confiance. Il faut avoir confiance dans les personnes que l'on rencontre et de prendre le risque de les suivre. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses. Il y a une sacrée passion dans tout ce que tu dis, une vraie âme de designer. On pourrait en parler des heures, mais on va essayer de laisser un peu de place aux autres. Mais pour faire la transition ensuite pour Émilie et Sonali, je voudrais quand même t'entendre sur une démarche que vous avez portée. Tu en as un petit peu parlé avec le Lab Innovation, avec justement l'émergence de 2 startups qui sont à nos côtés, de façon deux différentes. Est-ce que tu peux nous partager justement votre vision sur cet aspect-là et comment ces 2 pousses ont pu naître? J'ai essayé d'être court. En fait, c'est plus que 2 histoires de services, de start-up
et de business, c'est une histoire humaine à chaque fois, et dans les deux cas. Une première, je vais commencer par All the Way. All the Way, c'est 3 personnes au départ venant de 3 grosses boîtes, Air France avec Marine Gall, RATP avec Stéphane Cobot et moi. On s'est retrouvés à The Camp en Aix-en-Provence, on était partenaire de cette université d'innovation, ça pourrait être H7 en fait, et on s'est dit, mais quel est le pain point qu'on aimerait craquer ensemble? Et en fait, on s'est dit, mais un pain point qu'on a en commun, c'est le bagage. Et comment est-ce qu'on vient craquer ça? Et donc, on a essayé de co-innover ensemble sur cette problématique qu'est le bagage. Mais tout ce qui est co-innovation, c'est vachement bien, hein, dans l'esprit, tout le monde est bien, il y a plein d'idées, c'est génial et tout. Mais en fait, derrière, si Accor, Air France et RATP essayent de créer une boîte, ils le font pour eux à chaque fois et ça ne marche jamais. On s'est dit, on va chercher quelqu'un qui va être le business owner de ce projet et qui va nous accompagner là-dessus. Et c'est là qu'Émilie est arrivée et qui nous a accompagnés sur ce projet. Et puis Émilie, elle est allée tellement loin qu'après elle a créé cette boîte. Et puis on continue à l'accompagner. Mais vous voyez à quel point, en fait, le point de départ, c'était 3 personnes, 3 grosses boîtes, et une 4e personne qui était arrivée, et la machine qui s'est lancée. Et c'est un élément très fort, c'est que l'innovation, on parlait beaucoup de l'innovation grand groupe start-up, mais moi je crois fondamentalement qu'avec les enjeux que l'on a, business, environnementaux, sociaux, il faut que les entreprises innovent ensemble et fassent des choses qu'on ne serait pas capable de faire tout seul. All the Way n'aurait jamais pu naître, Accor tout seul, Air France tout seul, RATP tout seul, Émilie tout seul. En fait, c'est ça qui est important de savoir. Après, Émilie vous en parlera, mais c'est comme ça. Donc, le truc, c'est voilà, innovation, grand groupe, ensemble. Hassan, c'est une autre histoire. On a investi énormément, on avait des partenariats à droite et à gauche sur l'open innovation. On faisait des workshops avec plein de startups, etc. Donc c'était génial. On avait des concours d'innovation à l'intérieur du groupe. On avait des systèmes d'information pour gérer tout ça et tout. Puis j'ai tout arrêté. Après le Covid, j'ai tout arrêté parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que je fasse de l'innovation, mais j'ai moins de moyens. Qu'est-ce que j'arrête? J'arrête ça. Parce qu'en fait, le ROI derrière ça, c'est 0. Alors, putain, je vais faire engueuler encore. Et en fait, on s'est dit, si jamais il y a vraiment quelqu'un dans la boîte qui a une idée, qui a vraiment envie d'entreprendre, il sait qu'on est là, il viendra me voir. Et c'est ce qui s'est passé avec Hassan. Hassan, il travaillait chez Accor, à la Digital Factory, un petit génie comme ça, isolé à la Digital Factory. Il avait une idée qui était géniale, mais bon, il n'était pas trop écouté, puis il s'est dit, bon là, je vais aller le voir, le mec là-bas. Donc il est venu me voir et puis il m'a dit, voilà, j'ai une idée, j'ai vachement bossé pendant le Covid, j'ai envie de me lancer, est-ce que tu peux m'aider? Et puis je lui ai dit, tu as besoin de combien de temps, combien d'argent? Et puis le deal, dans 6 mois, si ça marche, tu démissionnes et tu montes ta boîte. Et puis Fulsoon est né. Et ça ne se serait jamais passé dans les 2 cas, parce que les idées, honnêtement, tout le monde a les mêmes, etc. Et on en parlait tout à l'heure. Mais si je n'avais pas ressenti l'énergie d'Émilie, l'énergie d'Hassan, parce que ça fait tout, en fait. Et je savais qu'avec ces 2-là, on pouvait aller très loin, parce que l'idée de base, elle allait pivoter 1000 fois, et qu'il fallait qu'il y ait une énergie énorme pour qu'elle puisse exister. Voilà. Merci Damien. En tout cas, magnifique transition vers Émilie Hassan-Ali. Émilie, je me tourne vers toi. Toi, il en a déjà pas mal parlé du côté de Damien, mais tu n'étais clairement pas destiné, en tout cas, à monter ta boîte tout de suite par rapport à ce qui s'est passé. Comment t'en es arrivé du coup à lancer All the Way et où vous en êtes aujourd'hui pour qu'on comprenne bien en quoi consiste All the Way? Je travaillais dans le conseil et je travaillais pour plein de grands groupes. Et ma spécialité, c'était la data collaboration.
Je ne connaissais pas du tout le travel, je ne connaissais pas du tout l'hospitalité. Et je crois que j'avais toujours eu envie de passer à l'action. Pour moi, le timing n'était pas le bon. Et je pense aussi qu'en 15 ans de carrière, j'ai beaucoup appris. Et je me sens beaucoup plus solide aujourd'hui de lancer ma boîte à 39 ans que si je l'avais fait à 20 ans. Je me suis beaucoup plus légitime et je vais surtout beaucoup plus vite dans le 0 to 1. Quand tu arrives avec 15 ans d'expérience professionnelle, ton carnet d'adresse, toutes les erreurs que tu as faites, tu sais faire aussi bien de la finance que du legal, que du sales, que de la modélisation, bah, forcément dans ton 0 to 1, tu pars pas vraiment de zéro, quoi. Donc ça, c'était une différence et je me sentais prête. Et c'est la rencontre avec Damien, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans ce projet sur une mission de conseil. Et donc, je suis arrivée avec ce que je savais faire. J'ai fait cette analyse. Le Covid est arrivé. Je travaillais sur des sujets qui ne me passionnaient pas, sur de la prévision de la supply chain chez Danone. Je m'éclatais pas, quoi. Et j'avais plein de sujets après sur le data marketing, le ROI média, le ROI de la promotion, des recommandations d'assortiment pour des leaders de la bière dans le monde. Enfin, je faisais que des sujets comme ça. Et ce sujet sur lequel j'avais travaillé avec Damien me restait en tête parce que je voyais vraiment comment la technologie pouvait faire une énorme différence sur les usages, sur les nouvelles mobilités, sur l'impact. Et puis, j'écoutais des podcasts, je lisais des bouquins sur les enjeux de la mobilité, de la transition carbone. Et voilà, tout a cliqué à un moment. Et je me suis dit, bah, en fait, j'aurais jamais une meilleure idée que ça. J'aurais jamais de meilleur partenaire que Accor, Air France, RATP, ADP. Go! Il y a un sacré teasing là. Du coup, c'est All the Way, ça consiste en... Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas dit qu'on fait. Donc là, en fait, on est lancé depuis 12 mois demain. On ramène l'aéroport dans Paris. En gros, c'est notre premier cas d'usage. On est la seule boîte qui te permet d'enregistrer ton bagage en 3 minutes dans Paris et tu le retrouves à ton aéroport de destination. Il y a une très grande complexité technique, cybersécurité, sûreté, opérationnelle à exécuter un tel service. En termes d'impact, c'est intéressant parce qu'on a 2 clients sur 3 qui vont utiliser les transports en commun vers l'aéroport. Aujourd'hui, on voit que nos premiers clients vont être les familles, les seniors, les PMR. Aujourd'hui, 70% de la mobilité vers ou depuis les aéroports sont les taxis. Et on voit que le bagage crée pas mal d'irritants dans le parcours utilisateur. Mais notre autre client, c'est les compagnies aériennes et les aéroports, en réalité. Parce qu'en fait, les mobilités évoluent. Il y a une augmentation de la queue, problématique d'infrastructures limitées sur les aéroports. Il y a un vrai problème mathématique d'engorgement. Et donc en fait, les aéroports ont besoin de déporter une partie des flux opérationnels en dehors de l'aéroport. Mais demain, on voit bien qu'il y a des enjeux, par exemple pour le train, qui doit passer sa part de marché de 10 à 20%. Il y a un projet de report modal de l'avion vers le train. Et qu'en fait, pour que tous on prenne davantage le train, alors je ne vais pas rentrer dans les débats de pourquoi on pourrait plus prendre le train, mais il y a un enjeu de sécurisation des bagages, de créer une logistique alternative sécurisée autour du bagage. Et là-dessus, l'aérien a des protocoles, des spécificités techniques très propres qui peuvent demain aider sur d'autres industries, voilà, comme le ferroviaire. Donc le marché est immense et pour l'instant on est au tout début, on a à peine 1 an, donc voilà, on commence. Et les résultats sont très bons. Voilà, en termes, on a 100% de succès opérationnel. On a déjà été contacté par Lufthansa, par des aéroports à l'étranger comme Miami, l'aéroport de Changi. On est en discussion avec des très grands aéroports dans le monde. Je ne sais pas si Vinci Aéroport est là encore, mais il y a une vraie compréhension de ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est parce qu'on a réussi. On n'aurait pas pu le faire tout seul. Juste rajouter un truc, parce que ma femme est retombée amoureuse de moi grâce à All the Way. Et ouais, j'ai 3 enfants, 3 jeunes enfants, et on est parti à New York.
Et avant, on partait avec les enfants, il faut gérer les enfants avec les bagages et tout, c'est un enfer. Et en fait, l'expérience en aéroport est un cauchemar logistique. Et le fait de s'être libéré des bagages, finalement, c'était hyper agréable. On a profité parce que l'aéroport, en plus, a évolué énormément. Il y a plein d'endroits sympas maintenant dans les aéroports, faire du shopping, boire un verre et tout. Et finalement, on était libéré des bagages. Et ça a rendu ma femme très heureuse. Et donc, merci, all the way. Merci Damien pour cet apport. Merci Émilie. On reviendra sur ton passage de 0 à 1, Émilie, juste après. Avant que Hassan Ali, je me tourne vers toi. Pareil, aventure intrapreneuriale de ton côté. Tu es au cœur de Accor. Tu as cette discussion avec Damien et de ça naît justement Fullsoon. Fullsoon, tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce que ça devient aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. En fait, pour comprendre ce que c'est que Fullsoon, c'est aussi intéressant d'expliquer en fait la période juste avant l'entrepreneuriat. En fait, moi, quand j'ai intégré le groupe Accor, j'ai intégré le groupe Accor comme un data scientist et en fait, je m'occupais de la prédiction du taux d'occupation des hôtels du groupe. Et en fait, plus je partais dans les hôtels du groupe, plus dans les restaurants, je me rendais compte de la quantité de nourriture qui était jetée dans les restaurants. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si on arrive à prédire le nombre de clients qui viennent à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire le nombre de clients qui viennent au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai eu l'idée de créer Fullsoon. En fait, Fullsoon, c'est une solution de gestion prédictive pour les restaurants où en fait on va utiliser l'intelligence artificielle pour étudier les données de consommation dans le restaurant. Et en fait, en fonction de la localisation de l'établissement, aller chercher tous les événements externes qui peuvent impacter la vie du resto. Donc, ça va être par exemple les JO qui arrivent, l'Euro, un match du PSG ou de l'Olympique Lyonnais. Pour en fait adapter les prédictions du nombre de clients qui vont venir, des plats qui vont être commandés et générer automatiquement des bons de commande pour le restaurant qu'on envoie aux fournisseurs. Et en fait, ça pour moi, ça a été un combat et un peu un parcours du combattant avant d'arriver à la période d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, dans les grands groupes comme ça, et on en parlait avant avec Damien, si on n'a pas la bonne personne à qui aller parler, c'est très 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 difficile d'innover. Parce qu'en fait, dans les énormes boîtes, il y a des très gros budgets, mais il y a des roadmaps, des choses comme ça. Donc si on vient avec des idées, c'est très compliqué de faire adopter cette idée et de la développer en interne. Et si on n'a pas des services et des personnes, surtout comme... puisque moi je partage l'avis de Damien, c'est vraiment une histoire humaine avant tout, qui vont nous donner notre chance, qui vont dire « Ok, moi j'y crois, je te sors un peu des sentiers battus, je te sors de ton cadre et je te mets en condition pour te lancer. » En fait, les innovations, elles ne verraient jamais le jour. Donc, moi, je suis parti voir Damien et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, moi, je veux lancer cette boîte-là. Est-ce que tu peux m'aider ? Et je pense qu'une des choses qui a fait qu'avec Fullsoon, on a su réussir aussi, c'est qu'on n'était pas à 100% dans Accor. On n'était pas à 100% à l'intérieur, dépendant exclusivement d'Accor. Parce que on a lancé notre projet dans un incubateur qui était externe à Accor. Donc on a pu se servir de tout l'écosystème d'Accor, de toute la force d'Accor, en nous empêchant d'être happés par une grosse machine. Donc en fait, on était incubé à l'extérieur, on avait des partenaires extérieurs, et du coup, on pouvait se développer sans être écrasé par la force d'un grand groupe. Un grand groupe, c'est énorme, il y a des opportunités exceptionnelles, mais parfois, ça peut nous écraser aussi. Donc il faut savoir jongler un petit peu avec ça. Donc moi, j'ai lancé ça et je ne voulais pas le lancer tout seul. Moi, très tôt, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que je passais plus de temps avec mes collègues qu'avec ma propre famille. Donc, je voulais côtoyer les gens que j'aimais au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ça avec mes deux sœurs, avec deux de mes sœurs, Misbah et Tayeba. On a lancé Fullsoon comme ça tous les trois. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur Fullsoon ? Parce que tu es un peu plus vieux qu'Émilie, si je ne me trompe pas, en termes de lancement.
Un tout petit peu. Nous, on a lancé le projet un peu plus de 2 ans. On a fait à peu près un an et demi de recherche et développement. On a commencé à commercialiser la solution en fin d'année dernière. Donc aujourd'hui, Fullsoon, c'est 17 collaborateurs. On a à peu près 1000 restaurants sous contrat, contractualisés. Maintenant, il faut les déployer. Donc on espère atteindre les 1000 restaurants déployés avant la fin de l'année. Canon. Je fais la transition parce que tu as beaucoup parlé de ce que Accor du coup, a pu apporter à travers ça. Damien, je me retourne vers toi. On va essayer d'être synthétique. Mais sur la partie de votre incubateur, justement, c'est quoi pour toi la singularité de cet accompagnement que vous apportez aux startups? Parce qu'il y en a plein, des incubateurs de lab d'innovation, il y en a plein. Qu'est-ce qui pour toi fait cette vraie singularité qui fait qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, elles continuent d'exister? Alors nous, notre parti pris, c'est de faire en sorte de mettre tous les éléments de succès pour les startups avec lesquelles on travaille ou lesquelles on accompagne. On accompagne même des startups dans lesquelles on n'a pas d'equity, des startups auxquelles on croit et qu'on veut accompagner, parce que demain peut-être ça nous intéressera d'être partenaire un petit peu plus important. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est mettre nos assets à leur disposition pour croître. Donc nos assets, c'est quoi? Ça peut être du coaching, mais vraiment coaching, pas du management, hein, c'est très différent. Ça va être les relations. Un des autres éléments hyper importants, c'est toutes les relations en fait, que l'on a et qu'on met à disposition des startups. Ça, c'est un point hyper important. Et puis nos assets, nos hôtels, les autres entreprises que l'on a déjà. Et voilà. Et en fait, ils sont là et ils savent qu'avec eux, ils ont une multitude d'outils qui peuvent venir piocher chez nous et qui peuvent utiliser pour scaler. Même si, Hassan pourra le dire, et tu le dis, hein, oui, Émilie, je n'interviens jamais dans une décision stratégique qu'ils veulent prendre pour leur entreprise. On discute, on a des échanges, etc. Mais c'est plus voilà, des échanges très sains, mais je ne vais jamais forcer quelque chose pour l'intérêt de Accor. Un autre point aussi, au contraire, c'est de faire en sorte que ces entreprises ne deviennent pas des sociétés Accor pour Accor. C'est-à-dire qu'Accor peut devenir très vite un gros client. C'est très alléchant hein, pour plein de startups qui viennent me voir, plus pour que je signe des contrats avec eux. C'est de faire en sorte de les aider à ce que leur plus gros volume de clients soit d'autres personnes que Accor. L'exemple avec Hassan, qui a commencé à déployer partout avant de déployer chez Accor. Et ça, c'était aussi très important. Et puis, une vraie liberté. On s'est beaucoup investi avec Coach the Way, mais Émilie sait que je ne mettrai jamais de veto le jour où elle aura besoin de travailler avec Marriott ou avec Hilton. Bon, j'essaie de faire en sorte qu'elle le fasse le plus tard possible. Mais voilà, nous, notre envie, c'est leur réussite. Notre succès, ce sera leur réussite. Et c'est comme ça qu'aussi, nous, on gagnera finalement à la fin. Donc c'est un peu notre recette. Une vraie relation de confiance que tu joues sur l'humain, t'en parlais tout à l'heure, c'est finalement comme ça que tu ensuite accompagnes les projets. Super, je te remercie pour ces éléments. On va rentrer dans le 0 to 1 de tous les deux. C'est la thématique du jour. Émilie, je me tourne vers toi parce que quand on a fait le call de cadrage ensemble, tu m'as partagé que ça avait été dur au départ, notamment parce que des gros enjeux techniques et autres. Est-ce que justement tu peux nous parler de ce gros passage-là que tu as dû être confronté et notamment aussi la notion de partenariat, si je ne me trompe pas? Nous, on s'est lancé sur un sujet technique, sécuritaire et presque industriel. Donc tout le monde nous a dit, vous n'y arriverez jamais. Soit les investisseurs, les partenaires, Accor croyait en nous, Air France aussi, le groupe ADP. Mais je crois que tout le monde nous a découragés. Donc ça, c'était pas facile. Même dans mon ancienne boîte, quand je suis partie, ils m'ont dit « Attends, tu vas pas y arriver ».
Et donc du coup, on avait quelques difficultés, aussi parce qu'on s'attaquait à un sujet avec des notions de sûreté, de cybersécurité, et qui demandait énormément de temps de développement, d'alignement de nos partenaires. C'est-à-dire quand on fait ce qu'on fait, il faut aligner la DGAC, la DSAC, la douane. Voilà, c'est un gros morceau. Donc ça a été difficile. Mais une fois que vous passez ça, en réalité, en fait, c'est énorme. Ensuite, il a fallu développer toute la tech autour d'un cahier des charges qu'on avait développé avec la DSAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et ça, c'est la partie géniale. Quand tu commences à créer de la tech autour de process sous contrainte. Donc ça, c'était génial, mais c'était très technique et ça n'avait jamais été fait. Donc pour parler en français, tu n'as pas le playbook. Et donc, c'est pour ça que tu dois avoir des gens brillants avec toi. Il y avait une vraie complexité. Tu fais du problem solving. Et là, en fait, tout ce que tu peux faire, c'est travailler 3 fois plus. Le soir, les week-ends. Je veux dire, il n'y a pas de recette. On est juste hyper motivé et hyper travailleur, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis le plus de fuel dans la machine là-dessus. Et après, on a passé la deuxième partie qui était développer la tech. Et une fois que tu as passé les barrières réglementaires, tu as passé la tech, après, tu dois aller convaincre 80 personnes chez ADP que ça fonctionne. Tout le monde nous regardait un peu avec beaucoup d'intérêt, qu'une start-up fasse ça. Air France même, ça a pris du temps, parce qu'il fallait reconvaincre. On était post-Covid. Et quand on a travaillé ensemble avec Damien, c'était avant le Covid. Et avec Damien et Air France et RATP, en fait, on avait une super relation humaine avant le Covid. Et après le Covid, il n'y avait plus les mêmes équipes. Donc il a fallu tout reconstruire. On ne nous attendait pas. Enfin, franchement, on n'était pas du tout attendus. Mais j'entendais dans l'interview précédente un point essentiel, et peut-être que ça a été répété ad nauseam. Mais c'est même pas parce que vous avez fait des trucs hyper tech, hyper réglementaires, hyper difficiles, qui en fait sont la base. En fait, la réalité, c'est la distribution. En fait, la réalité, c'est la commercialisation de votre produit. En fait, la réalité, c'est qui achète, à quel prix, comment, à quelle vitesse et quelle répétition. Et ça, ça prend du temps. Et du coup, c'est des milestones que tout le monde suit avec le pouce sur le pouls, mais c'est compliqué. Mais une fois que la machine est amorcée, en tout cas dans notre cas, la croissance est rapide. Sur ce dernier point, avec du recul, c'est quoi qui vous avait permis de passer ce gros milestone de vendre à tout prix, au bon prix, aux bonnes personnes ? Il y a 3 éléments, je dirais. Il y a un élément, quand tu vends quelque chose, les gens ils se disent, est-ce que tu me fais gagner du temps ? Est-ce que tu me fais gagner de l'argent ? Est-ce que tu me règles un problème ? Donc, dans le cas de notre business model qui était D2C, on a mis un site, est-ce que les gens arrivaient ? Assez naturellement, on a eu les premiers early adopters à qui on faisait gagner du temps, de l'argent, parce qu'ils n'avaient plus à prendre le taxi, et à qui on réglait un problème d'inconfort et un vrai problème de mobilité. Donc on a réussi à avoir une croissance organique sur des premiers utilisateurs. Je dirais que, mais en réalité, notre business, c'est un business qui est B2B2C. On en parlait tout à l'heure. Et en fait, arriver face à Disneyland, on vient de signer Disneyland Paris, c'est huge. Mais en fait, quand on allait voir Disneyland, on a dit, mais on travaille avec Accor. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que commercialement, en fait, c'est super dur de signer ton premier client. C'est comme le videur qui veut jamais te laisser rentrer en boîte. Tu te dis, mais si tu me laisses pas rentrer, je n'irai jamais, tu vois. Et là, en fait, c'est la chance qu'on avait, c'est qu'on avait un premier gros, c'était pas un client, c'était un partenaire. Mais tu vois, on arrivait dans les meetings et on faisait les mecs qui avaient confiance, enfin la fille qui avait confiance, on se disait, ouais, on travaille avec Accor et tout. Et donc, on a réussi à avoir assez vite une forme de crédibilité commerciale. Et ça a pris du temps. Disney, c'est un deal qui a mis 1 an à signer. Et après, il y en a plein d'autres, mais et c'est pareil pour les compagnies aériennes et autres. Et je dirais le troisième élément qui nous a fait passer assez rapidement sur l'accélération, c'est la notoriété. Et là-dessus, on a bénéficié sur All the Way d'un intérêt assez sympa autour de ce qu'on faisait. Et on a eu de la presse, des médias, des prix qui ont permis de mettre notre projet en lumière. Et ça ne convertit pas immédiatement sur une vente, mais ça crée ce bruit de fond.
cette notoriété, ça crée cette crédibilité sur ce que tu fais. Tu vois, les gens se disent, en fait, ce qu'elle fait, c'est solide, hein, qui fait que ça te permet de passer au step d'après, quoi. Un bon exemple, Damien, du coup, que quand même, Accor, ça a de la valeur pour Disneyland. Donc, Je suis rassuré quand même. De ouf. Assadali, je me tourne vers toi. Toi, on en avait parlé pendant le call de cadrage, une approche complètement différente. Entrepreneur classique, pas beaucoup d'argent, donc machine à concours, de ce que tu m'avais partagé. Tu peux m'expliquer pourquoi justement tu as eu cette démarche-là et pourquoi ça t'a permis d'aujourd'hui d'arriver où tu en es? Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous, quand on a lancé Fullsoon, on avait vraiment très peu de ressources. On avait un peu de cash qu'Accor nous avait donné, mais on avait tellement de choses à faire que c'était impossible de tout couvrir avec ça. Donc, nous, on avait une stratégie, on avait pas mal de R&D à faire. Donc, on était là, on ne va pas perdre du temps à ne rien faire à côté de la R&D. On a des gens qui bossent pour faire la R&D, mais nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a fait comme si le produit existait. Et moi, je suis un fervent défenseur du fake it until you make it pour promouvoir la solution avant même qu'elle existe. Pour que le jour où elle existe, on ait déjà les contacts, le public soit déjà en attente de cette solution-là. Donc comment est-ce qu'on peut commercialiser, comment est-ce qu'on peut promouvoir notre solution quand on n'a même pas assez d'argent pour développer la solution? Donc 0 budget en marketing. Nous, on a adopté deux stratégies. La première, ça a été le personal branding. Donc on a lancé une société avec mes deux sœurs. En général, les investisseurs, les VC détestent ça, mais les journalistes adorent ça. Les boîtes qui sont lancées en famille, donc on a énormément joué dessus. On a énormément joué sur notre histoire. On a énormément joué sur le fait que on entreprenait en famille, qu'on n'avait pas le profil classique de l'entrepreneur qui a fait HEC, qui a fait Polytechnique. Donc beaucoup de storytelling. Donc ça a attiré beaucoup de journalistes. On a pu avoir pas mal d'articles dessus. Et ensuite, la deuxième stratégie, on était une machine à concours. C'est-à-dire que même à un moment, je me souviens, on gagnait tellement de prix que Damien me disait commence arrête un peu avec les prix et concentre-toi sur le produit. Je disais, mais Damien, tu verras, c'est une stratégie sur le long terme, bientôt ça va payer. En fait, pourquoi les prix? Parce que déjà, en fait, ça donne de la crédibilité, comme le disait Émilie, quand on n'a pas forcément beaucoup de clients, avoir des prix, ça donne de la crédibilité. Ensuite, souvent avec les prix, il y a un peu d'argent. Donc il y a toujours un petit chèque de 5, 10, 15, 20 000 euros. Donc ça permet de renflouer un peu les caisses, de recruter 2-3 alternants, 2-3 stagiaires pour continuer à faire tourner la boîte. Quand il y a un prix, en général, dans l'assemblée, il y a toujours un journaliste. Donc ça permet de continuer à faire tourner la machine. Et souvent, quand il y a des prix, ils amènent des personnalités autour du prix, dans le jury, etc. Donc ça commence à permettre de créer son réseau, toujours pour l'étape d'après. Et pour nous, en fait, une des forces qu'on a eues chez Fullsoon, ça a été de réunir des personnes incroyables autour du projet. Autant dans l'équipe que autour du projet. Dans Accor, on a eu Maurice Lévy de Publicis, on a eu vraiment des personnes qui ont été investies. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne pour passer de 0 à 1. Pour entourez-vous de personnes qui ne sont pas là. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais entourez-vous de personnes qui ne sont pas là forcément pour l'argent, qui ne sont pas là forcément pour le projet, mais avec lesquelles vous avez une relation humaine exceptionnelle. Parce que c'est sûr que votre projet va pivoter, l'idée va changer. C'est quasiment sûr qu'un jour vous serez à court de cash. Donc vos associés, il faut que ce soit des personnes qui soient prêtes à ne pas se verser de salaire si jamais ça arrive, qui ne sont pas tellement attachées à l'idée, qu'elles ne sont pas prêtes à gérer un pivot. Et moi, quelque chose dont je parle beaucoup, c'est que je pense que ce qui a fait une de nos forces aussi, c'est de s'entourer de personnes qui n'ont, pour créer l'outil, pour créer la solution, de s'entourer de personnes qui n'ont aucune expérience dans le domaine dans lequel vous lancez. Ça peut paraître paradoxal, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça reprend un peu ce que disait Damien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne qui vient résoudre un problème et qui n'a aucune expérience dans une boîte un peu similaire ou dans le même secteur d'activité, en fait, elle va avoir un regard hyper neuf
et va pouvoir peut-être voir un chemin qui irait beaucoup plus vite pour résoudre le problème que quelqu'un dans une autre boîte qui a déjà des process, qui a déjà des manières, des méthodes de fonctionner qu'il voudrait répliquer, aurait mis en place. Et en fait, le fait d'embaucher nous, et même nous, de lancer une boîte dans un secteur où on n'a aucune expérience, ça nous a permis de faire ça, et ça nous a aussi permis d'être hyper proche de nos clients. Parce comme on n'avait pas d'expérience dans la restauration, on était hyper proche de nos clients, et dès qu'on développait quelque chose, on le montrait à nos clients, on le faisait tester à nos clients, et ça nous permet d'itérer hyper rapidement. Juste pour rajouter, c'est assez drôle avec Hassan, mais sa stratégie était bonne. Un jour, il m'appelle, il me dit je suis à la Maison Blanche. Il a même été invité à la Maison Blanche. Donc pour vous dire à quel point ça peut aller très très loin. Des convictions. Moi, un point qui est important, je pense, de creuser rapidement, Hassan, c'est que on fait des concours, on est connu, etc. Mais il y en a qui n'arrivent pas à s'arrêter. Ça a été quoi, toi, le moment de bascule où tu t'es dit « Ok, il faut que j'arrête de faire ces concours et maintenant, focus pour vraiment passer le cap » Alors en fait, je pense que, et pour le coup, on n'a pas vraiment arrêté, mais on a commencé à choisir en fait les concours et les structures auxquelles on rattache l'image de Fullsoon. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des concours qui vont être plus pour des stades de développement avancés, d'autres pour des stades plus jeunes. Donc, on a vraiment eu cette maturité-là, cette visibilité-là de se dire, OK, là, on n'a plus forcément besoin de rattacher notre image. Et si on gagne ce concours-là, en fait, on va passer pour une startup qui est hyper jeune. Donc là, on va essayer d'aller chercher des trucs encore plus hauts, des YC, des choses comme ça, pour se dire, OK, ben, si on a ça maintenant, on va être, ça va apporter de la crédibilité. Si ça apporte pas de la crédibilité, on le fait pas. Ok, très clair. Damien, je reviens vers toi parce qu'on parle beaucoup d'hospitalité. C'est quand même l'humain qui est essentiel dans ce monde-là. Comment vous arrivez à trouver le juste milieu entre la tech et l'humain pour garder ce niveau de proximité qui est essentiel dans vos métiers? En mettant l'humain au cœur, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup qui travaillent sur la tech pour la tech. Nous, en fait, on se dit, mais comment est-ce que la tech va nous permettre d'augmenter l'humain et de renforcer ces relations humaines? Donc, un truc très simple, hein, vous savez que comme on dit bonjour dans un hôtel, on dit check-in ou check-out. Ça, c'est le bonjour hôtelier. Et en fait, c'est un bonjour transactionnel. Donc, il n'y a rien d'humain derrière tout ça. Si jamais j'arrive à faire du mobile checking grâce à la technologie, finalement, je vais dire bonjour autrement. Et finalement, c'est l'humain qui va ressortir. Donc, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte pour que la technologie va permettre d'améliorer la qualité de travail pour mes collaborateurs, d'améliorer la connexion humaine entre les clients et nos hôteliers, entre les clients eux-mêmes, faciliter leur voyage avec All the Way, faire en sorte d'améliorer le service dans un restaurant, parce qu'on parle de gaspillage alimentaire, mais si jamais je sais que dans mon restaurant, il va y avoir beaucoup plus de personnes que prévu dans 15 jours ou beaucoup moins, je vais pouvoir avoir des extras en plus ou mettre au repos mes collaborateurs. Donc finalement, la technologie m'aide aussi à être meilleur pour mes collaborateurs et avoir un meilleur service pour les clients. Et on garde ce focus à chaque fois. On a créé une chambre qui s'appelle la Smart Room. Donc beaucoup m'ont dit Smart, Tech et tout. Je dis non, c'est une chambre en fait augmentée pour les personnes à mobilité réduite et qui n'ait pas cette perception et tous ces stigmates hôpital dans une chambre hôtelière. Et donc la tech là-dessus, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être autonomes. Là, on développe des outils pour que la porte s'ouvre automatiquement sans qu'on ait besoin de la pousser. Elles sont souvent très lourdes à cause des normes anti-feu, etc. Le lavabo, il va se mettre à la hauteur automatiquement, le lit. Et donc, on va personnaliser la chambre grâce à la tech, mais en fait, on ne la voit pas. Elle est complètement effacée et transparente. Et on respecte mieux nos clients et on leur permet d'avoir une meilleure expérience dans nos hôtels. Merci. Il nous reste 1 minute. Magnifique. Merci Damien. Pour tous les deux, un conseil que vous pourrez donner aux entrepreneurs qui sont ici, et Damien, un peu plus pour toi aussi, des corporates qui veulent
entretenir leur innovation avec des startups, ça serait quoi comme conseil? Émilie, je te laisse commencer. Ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil pour un entrepreneur qui veut commencer? Ouais. Je posais une colle. Hassan, est-ce que tu as la réponse qui vient? Il y en a tellement, mais tu vois. Moi, c'est pas forcément un conseil pour des entrepreneurs qui commencent, mais je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde. C'est quelqu'un en tout cas, qui veut changer sa vie. Et aujourd'hui, on est arrivé en une phase, enfin, en tout cas, quelqu'un qui veut faire avancer le monde, qui veut le faire progresser. Et aujourd'hui, vous suivez l'actualité, on est dans une période où le monde peut potentiellement, ou en tout cas la France peut potentiellement régresser. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, on a un rôle à jouer. Et c'est une période cruciale pour la France. Donc j'en profite, allez voter. Vous êtes les entrepreneurs, vous avez un rôle à jouer, vous avez de l'influence, profitez de cette influence-là, parce qu'on vit un moment historique, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Merci Adam. Damien, de ton côté, du coup, meilleur conseil pour l'innovation dans un grand groupe? Alors, déjà, une qualité, parce que pour moi c'est important, c'est résilience. Franchement, je crois que on le dit souvent, mais parfois on l'oublie. Résilience. Souvent, j'ai des start-upers en face de moi qui sont trop impatients. Et finalement, ça fait qu'1 an qu'ils sont créés, et je leur dis, mais ça va. Vous avez réalisé déjà plein de choses super bien. Focalisez-vous sur le positif et gardez toujours ça en tête. Focalisez-vous sur le positif parce que de toutes les façons, vous n'aurez jamais que du positif. Si vous focalisez sur toutes les emmerdes, vous allez faire un burn-out et votre start-up, elle ne va jamais scaler ou elle n'existera jamais. Donc ça, c'est le premier truc. Puis après, avec les grands groupes, j'ai envie de vous dire... choisissez la bonne personne. En fait, dans les groupes, nous, chez Accor, on est 350 000. Il faut juste trouver parmi ces 350 000 la personne qui va vraiment croire en vous et qui va tout faire pour vous accompagner. Et si vous ne tombez pas sur la bonne personne, allez voir un autre groupe et une autre personne. En fait, c'est ça. Et puis, n'abandonnez pas. Moi, il y a une start-up. Elle voulait absolument nous rencontrer. Elle m'a connecté sur LinkedIn. Alors, je suis tellement sollicité que je ne réponds pas toujours. Et puis, elle a essayé damien.perrault@accorhotel.com. Elle a essayé toutes les terminaisons. Puis, ça finit par arriver dans mon truc. Et puis, du coup, je lui ai répondu. Et puis là, il n'a rien lâché pendant 8 mois. Je me suis dit, je vais voir quand même. Parce que... Et puis aujourd'hui, c'est une start-up que j'accompagne qui s'appelle l'Escale Royale et qui est passée de, quand je les ai rencontrés, 150 000 € de chiffre d'affaires. Et en 3 ans, là, ils sont à 15 millions. Et puis on fait encore plein de choses ensemble. Donc voilà, c'est de l'audace, des rencontres. Pas forcément celui qui va, comme tu le disais, sur votre business, cœur business, rencontrer les gens et puis créer des connexions. Et puis avec la banane, toujours, vous savez, nous... Et là, on a des projets récents qui ont craché. Ils ont craché parce qu'il y avait plus cette énergie dans le start-upper. Il faut toujours vous ayez l'œil qui brille et l'envie. Parce que, vous savez, des idées, on les a déjà tous. Elles sont tous sur nos bureaux, dans des PowerPoint, des analyses, des trucs, etc. Ne croyez pas que vous avez l'idée magique, en fait. Ou alors, c'est vraiment très rare, mais en fait, c'est la personne qui est en face de vous qui fait toute la différence. Bossez votre énergie et surtout quand vous rencontrez quelqu'un, allez-y en vous disant le mec que je rencontre, en partant, il faut qu'il sache exactement comment est-ce qu'il peut m'aider. Et si le fit se fait, après l'aventure elle est magnifique. Merci Damien, on en termine là. Merci à tous les trois, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous.